Eh bien, bonne soirée, bonsoir plutôt, bonne soirée ce sera tout à l'heure. Bienvenue à la clé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de présenter Chantal Parpette, qui est une spécialiste reconnue du français sur objectif spécifique, du français sur objectif universitaire, entre autres. Et voilà, qui vient de l'Université Lumière-le-Long-Dieu. Merci d'avoir traversé la France pour venir de cette passion, tu me disais tout à l'heure, comme passion. Et voilà, et merci à vous d'être là. Donc Chantal va avoir la difficulté, comme toujours dans ces mardis du DEFL, vous êtes un public hétérogène, comme on dit en FLE, avec des personnes qui connaissent bien le Fou et le Faust, d'autres qui ne le connaissent pas encore. Mais bon, je te laisse la parole parce que tu es prête à tout. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Je ne suis plus en activité officiellement, mais dès qu'il s'agit de parler de didactique en général ou de français sur objectif spécifique, je remercie toujours les gens qui m'invitent à le faire. J'ai toujours vraiment beaucoup de plaisir à discuter de ça. Alors, si jamais je dis des choses qui ne correspondent pas à des choses que vous savez déjà, d'accord ? Si c'est simplement pas tout à fait adapté à ce que vous avez déjà traité, j'aimerais bien que vous me le disiez. Vous me faites un petit signe et je peux expliciter en 1 minute des choses qui vous paraissent compliquées. Ne me laissez pas parler en ne comprenant pas trop ce que je raconte. Ça ne me satisferait pas du tout. Alors, en discutant avec Marie-Odile, donc on s'était arrêté sur le titre suivant, le français sur objectif universitaire, quelle stratégie face à la diversité des besoins. Au début, on avait dit des besoins, c'est ce qui est sur l'affiche, et puis quand j'ai commencé à préparer, j'ai préféré situation, diversité des situations concernant le français sur objectif spécifique. Et Marie-Odile m'avait aussi dit que un aspect, parmi tout ce qu'on peut traiter quand on évoque un sujet didactique quel qu'il soit, de regarder d'un peu plus près la dimension institutionnelle. Si ça ne vous dit rien au moment où je le dis à l'instant, vous allez vite comprendre ce que ça signifie, parce que le français sur objectif spécifique, c'est un sous-champ de la didactique du français langue étrangère qui a beaucoup à voir avec l'organisation institutionnelle et qui ne peut pas se passer d'un soutien institutionnel. Donc c'est cet aspect que je voulais voir avec vous, parce qu'on est tous concernés, qu'on soit enseignant, étudiant de master ou qui que ce soit d'autre. Dès qu'on s'intéresse au français sur objectif spécifique, on voit tout de suite apparaître des besoins, des contraintes ou des possibilités de type institutionnel. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Français sur objectif universitaire, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'on construit un cours de français langue étrangère plus particulièrement adapté aux étudiants, c'est-à-dire aux situations de communication qu'ils vont rencontrer à l'université. D'accord ? Quand on a créé la notion de FOU, on pensait situation de communication pour les cours, pour leur formation, prioritairement. Mais il n'y a pas que ça. Avec le temps, on se rend compte qu'un étudiant, c'est pas seulement quelqu'un qui est dans un amphithéâtre ou dans une classe ou qui rédige des examens, c'est aussi quelqu'un qui vit sur un campus et qui vit en France. Donc, on va voir comment ça intervient dans la programmation. D'accord ? Donc, monter un programme de FOU, on va dire FOU maintenant, ça va plus vite, même si c'est toujours un peu étrange ce terme, mais bon, c'est fait, il est passé comme ça, on le garde comme ça. Une programmation de FOU, ça dépend donc du profil du public. Alors, quelques mots sur ces diversités. J'ai mis là les éléments, les paramètres les plus
les plus importants, les plus déterminants pour le profil du public. La première chose, c'est de savoir si on a affaire à une formation. La première, c'est pas dans l'ordre, hein. Si on a affaire à une formation extensive ou intensive. Je m'explique. Il y a des étudiants étrangers qui suivent un cours de préparation à l'université en intensive. 1 mois, 2 mois, à raison de 20 heures dans la semaine. D'accord ? Et puis, à côté de ça, vous avez les Erasmus qui, du fait des accords de Bologne, ont droit à 2 heures par semaine offerts par l'université. Ce sont les accords internationaux. Donc on imagine bien qu'entre une session intensive, hein, voire plus, moi j'ai connu des sessions intensives d'1 semestre à Lyon. Hein. Oui, je viens de Lyon, donc je prendrai quelques exemples sur Lyon. Et des étudiants qui ont 2 heures par semaine de cours, on imagine bien que ça ne va pas nous donner le même programme. 2 autres éléments essentiels et très importants auxquels moi je me suis beaucoup confrontée, c'est la discipline. Soit vous avez un groupe d'étudiants qui sont tous de la même discipline, soit vous avez des Erasmus où vous avez 8, 10, 12 disciplines différentes. Et encore, quand on est dans une grande université, en nombre je veux dire, on a des gens que de sciences humaines ou que de sciences exactes. À Lyon 1, on n'a que les scientifiques et beaucoup de médecins, par exemple. Hein. À Lyon 2, on est sciences humaines, on n'a que des sciences humaines. Enfin, les sciences humaines, ça va quand même de la musicologie jusqu'à l'anthropologie, etc. Bon, y compris l'informatique d'ailleurs aussi en partie. Donc, il y a cet aspect-là qui va beaucoup changer ce qu'on va mettre dans son programme. Quand vous avez que des économistes ou que des biologistes, on imagine bien qu'on ne va pas construire le même programme que si on a 8 spécialités différentes dans le groupe. Et puis dernière chose, parce que là aussi j'ai eu des mésaventures pendant quelques fractions de secondes parfois, la langue d'enseignement. Je dis une mésaventure parce qu'un jour on m'a demandé d'assurer un cours pendant 1 semaine de pré-rentrée universitaire. À Lyon 2, ça s'appelle Prune. Prune, ça veut dire pré-rentrée universitaire. Et c'était des Japonais, on m'a dit que c'était un groupe de Japonais, et on m'a dit A1, A2. Et là, j'ai eu un moment de panique en me disant, que font des étudiants de A1, A2 dans 1 semaine, ils seront à l'université, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais on avait oublié de me dire qu'ils suivraient leurs cours en anglais. Voilà, tout simplement. On a de plus en plus dans nos universités de formation en anglais. Donc c'est quand même des étudiants, hein, ils sont sur nos campus universitaires, mais ils ne suivent pas leurs cours en français. Et donc on imagine bien que ça ne va pas donner non plus le même programme. Donc voilà déjà les paramètres hein, qui vont nous permettre de commencer à s'acheminer vers un contenu de programme. Alors, comment est-ce qu'on peut déjà, le premier grand découpage qu'on peut faire dans nos contenus de programme, en 2011, avec Jean-Marc Mangiante, que vous connaissez bien pour certains, un certain nombre de choses que je vais dire sont dans cet ouvrage, hein, qui sont le français sur objectif universitaire, qui est peut-être dans votre bibliothèque. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles je ne m'étends pas beaucoup, je vous dirai que c'est pour vous renvoyer à ça, pour ne pas prendre trop de temps ici. Donc, à cette époque-là, on avait déjà fait un premier grand découpage qui sont d'un côté les données transversales et de l'autre les données disciplinaires, ce qui nous a donné le découpage fou transversal, fou disciplinaire. Je n'ai pas besoin de m'étaler beaucoup là-dessus. Hein. Les données disciplinaires, c'est quand on a la chance, parce que je considère un peu que c'est un avantage, d'avoir la même discipline dans le groupe, auquel cas on va travailler sur un programme dans lequel on va pouvoir rentrer sur des supports d'économie, de biologie, des supports de la discipline. Et quand on a des Erasmus avec plusieurs disciplines, il va falloir travailler sur les données qui sont transversales à tous les étudiants de l'université française, mais en évitant effectivement de rentrer dans les disciplines. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler les données transversales et les données disciplinaires? En gros, ça correspond à peu près à ce découpage-là. En bas, vous avez les enseignements. On travaille sur les discours universitaires, sur les activités académiques, qu'elles soient orales, écrites, préparation au stage, les examens, etc. Et là, on est dans le fou disciplinaire. On est plutôt dans le fou disciplinaire. Ça, on peut le faire quand on a des gens d'une même discipline. On va chercher des supports. On va constituer nos cours à partir de supports de leur discipline.
Ce qui n'empêche pas qu'ils ont aussi des situations transversales, ces étudiants. D'accord ? Et dans les situations transversales, on avait plutôt classé ce qui relève de la vie académique, les activités du campus, les associations, la vie sportive, la bibliothèque, le restaurant, etc. D'accord ? Le système académique, les semestres, les modalités d'examen, les systèmes de notation et d'autres choses, la plateforme numérique, etc. Et puis, plus largement, en s'éloignant un peu plus, on a bien sûr la vie quotidienne d'un étudiant sur le campus ou à l'extérieur. Comment se loger, comment se transporter, comment occuper ses loisirs, etc. Qui ne relèvent pas que des étudiants, mais qui ont les caractéristiques de chaque catégorie de gens aussi, quand même. Donc, là, c'est la première, ça je dis pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de fou encore, on voit bien que c'est avec ces paramètres-là qu'on va commencer à réfléchir à la manière dont on va construire son programme, hein, sur ces paramètres-là et sur ces découpages-là. D'accord ? Ce qui veut dire, si on revient à ce schéma-là, que les gens qui sont de la même discipline dans un groupe, on va pouvoir traiter avec eux les deux aspects, du fou transversal et du fou disciplinaire. Pour les gens qui ne sont pas quand on a un groupe diversifié, à ce moment-là, on travaillera plutôt essentiellement sur des données transversales, parce qu'on ne peut pas aller chercher des supports disciplinaires entre un étudiant d'anthropologie, un de psychologie et de lettres françaises. Voilà. Alors, maintenant, je pensais passer assez vite, mais je vais peut-être prendre quelques minutes pour rappeler ou vous dire, pour les étudiants qui n'ont pas encore eu de cours de FOSS, ce qu'on appelle une démarche FOSS. C'est une démarche en plusieurs étapes. FOSS, français sur objectif spécifique. Il faut savoir que le FOU, c'est simplement une mise en œuvre du FOSS. C'est le FOSS pour des étudiants. Tout comme le français médical, ça serait pour les médecins, on aurait un FOSS médical. Pour les cuisiniers, on a le FOSS de la cuisine, etc. Donc le FOU n'est pas à côté du FOSS, c'est une déclinaison du français sur objectif spécifique. Alors ça se présente comment la démarche ? On part d'une situation où on a besoin d'un français qui n'est pas le français des méthodes de français général, qui en gros couvre toutes les situations de la vie quotidienne. Mais la vie quotidienne au sens large, hein, c'est pas seulement le petit déjeuner, la vie quotidienne, c'est aussi des informations sur la vie citoyenne, la participation à des activités de toutes sortes, ce qu'on trouve donc dans les méthodes de français général que je pense vous avez dû en voir un certain nombre. Donc quand on voit émerger ce besoin-là, en l'occurrence nous, ça sera les étudiants internationaux, on sait qu'ils ont besoin d'améliorer leur français, leur intégration dans l'université. Donc on a un cours de français qui va porter sur le terrain de l'université. Alors qu'est-ce qu'on fait pour monter un programme ? Première chose, quel que soit le terrain, on étudie le terrain. Hein. Souvent, le FOSS, on a affaire à un terrain auquel on ne connaît rien. Nous, on est enseignants de français langue étrangère, on n'est ni médecin, ni étudiant ou enseignant en anthropologie, ni cuisinier, ni quoi que ce soit. Donc de toute façon, la première chose, on va sur le terrain. D'accord ? Et à ce moment-là, on prise de contact, on prend des informations, on interroge les professionnels. En l'occurrence, là, on va interroger les enseignants, on va interroger les étudiants français, on va interroger le personnel administratif, le personnel qui s'occupe du service de santé, etc., etc. Donc, on va regarder un peu à quoi ressemblent les situations dans lesquelles vont se trouver ces étudiants internationaux, dans lesquels se trouvent aussi les Français d'ailleurs. C'est un peu plus facile pour nous parce que c'est quand même un peu notre milieu quand même si on n'est pas anthropologue, mais l'université c'est quand même un peu notre milieu. Quand on a analysé tout ça, les situations dans lesquelles se trouvent les étudiants internationaux avec nous, à ce moment-là on peut se livrer à une analyse des besoins. Qu'est-ce que c'est une analyse des besoins ? C'est sélectionner les situations prioritaires pour lesquels ils ont besoin d'être formés correctement au discours en français. Alors, le mot discours, on est bien d'accord, ça signifie expression en langue française. Hein, ça n'a pas d'autres significations ici. Donc, l'analyse des besoins pour un étudiant à l'université, vous connaissez ça, hein, c'est ce que vous avez entre parenthèses en italique. Hein. Effectivement, il faut qu'il soit compétent en compréhension de cours, production d'écrits,
s'ils ont des stages à faire, s'ils ont des exposés à faire, tout ce qu'on leur demande de faire dans l'université. Quand on sait ça, pour avoir un programme, il nous faut des supports. Et bien dans ce cas-là, donc on retourne sur le terrain et fort de l'analyse des besoins qu'on a faite, d'accord, on va chercher des données sur le terrain. Alors ces données sur le terrain, pour les discours oraux, c'est des enregistrements de cours, c'est des enregistrements d'exposés, c'est des entretiens avec les enseignants qui vont nous expliquer ce qu'ils attendent de leurs étudiants, d'accord, c'est des sujets d'examen, des sujets de travaux écrits commentés par les enseignants qui expliquent ce qu'ils en attendent. C'est des copies qu'on va pouvoir travailler pendant nos cours, une fois qu'on aura bien compris ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ça, c'est le travail de terrain pour collecter des données. Ensuite, comme ces données, on n'arrive jamais à les utiliser telles qu'on les a récupérées, parce que les données qu'on récupère sur le terrain, elles sont toujours trop quelque chose. Elles sont trop longues, elles sont trop difficiles, elles sont trop marquées par le contexte, elles sont trop. Et il faut bien sûr les analyser, les traiter, et entre une collecte de données sur le terrain et le support que vous faites rentrer dans votre cours de langue, il y a un gros travail à faire. On sélectionne les extraits, parfois on reconstitue des documents, on est parfois obligé de simplifier. Quand c'est des écrits longs, parfois on est amené à faire des synthèses ou à demander à des collègues des disciplines de nous faire des synthèses, etc. Et seulement quand on a fait tout ça, on arrive à la dernière étape où on peut enfin se reposer, c'est l'élaboration didactique. Je dis qu'on se repose parce que dans l'ensemble, on est un peu mieux dans un domaine qu'on connaît. Quand on a un support et qu'on doit faire une séquence pédagogique avec, c'est-à-dire une séquence de compréhension orale, une séquence de préparation à l'écriture, on est un petit peu mieux dans notre domaine quand même. Même si on a des supports qui ne sont pas de notre discipline, qui ne sont pas une discipline qu'on connaît. D'accord ? Donc, voilà un peu comment ça se présente. Mais, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a quelques minutes, ce que vous voyez là, c'est une démarche de fou disciplinaire. D'accord ? Ce n'est pas une démarche de fou transversale. Tout ce qui est là, c'est ce qui se passe quand on doit suivre des cours et passer sa licence. Alors, c'est, par exemple, là, je vous cite ça, ça veut dire que fou transversal, fou disciplinaire, c'est une distinction qu'il faut avoir à l'esprit quand vous allez dans une bibliothèque ou chez un éditeur, regardez ce qu'il a en fou. Il faut savoir distinguer si c'est du fou transversal ou du fou disciplinaire. Ce que vous avez au tableau, c'est du fou disciplinaire dans 4 disciplines. C'était une collection des presses universitaires de Grenoble qui a arrêté la collection parce que les presses universitaires de Grenoble ont de très gros problèmes financiers depuis quelques années et n'éditent presque plus rien pour le moment. Mais voilà, donc vous avez... Alors, pour ma part, je vais vous donner des exemples d'économie-gestion parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé, c'est donc celui que je connais le mieux. Allez, je vous donne quand même des petits exemples des supports qu'on a constitués à partir de la collecte des données, d'accord ? Alors ça, c'est un extrait de cours d'économie. Je vais vous faire écouter un tout petit peu, j'espère que le son est bon, et vous avez la transcription. Alors, pour aujourd'hui, on va terminer le chapitre 4. C'est bon ? Bien, un petit rappel sur ce qu'on a fait la semaine dernière pour les FU. Donc je pense qu'on est dans la partie 1-2. Non, 1-1. Bien, je vous rappelle un peu la perspective du chapitre. Donc, encore une fois, ce qu'on cherche à comprendre, c'est un phénomène, on a parlé à plusieurs reprises, c'est le phénomène du chômage persistant. Hein, cette idée que quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, depuis les années 70, on a toujours un taux de chômage qui est en général en France, en tout cas, supérieur à 10%. Voilà, on s'arrête là. Voilà, exemple de données, donc on enregistre des cours dans un amphi, et puis un cours ça dure 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures, c'est pas une longueur de document de cours de français. Donc, on en garde en général quelques minutes, voilà. Alors après, il faut les sélectionner, d'accord ? Alors, je sais pas si vous voyez, je vous ai mis du gras là. Si vous voyez ici sur quels paramètres on va sélectionner ce document, c'est sur un rituel de classe que font pratiquement tous les enseignants, c'est-à-dire le rappel, le raccrochage au cours précédent.
D'accord ? Le rappel du cours précédent, qui est un rituel. Hein, et donc, on peut sélectionner cet extrait, qui est un rappel de début de cours d'économie. Et on va... Alors, hop, voilà. On peut aussi faire autre chose. Là, vous voyez, on n'est pas dans un amphi. On est face à ma collègue avec qui j'ai fait l'ouvrage sur sciences, économie, gestion, qui est Julie Staubert. Et là, on est dans les interviews. C'est-à-dire qu'à la fois, on enregistre les cours des enseignants, mais tout n'est pas dit, tout n'est pas transparent dans un cours pour un étudiant international, y compris d'ailleurs un étudiant français aussi. C'est-à-dire qu'on peut adjoindre à l'enregistrement du cours un entretien avec l'enseignant, parce que l'enseignant, par exemple, va nous résumer son cours de 20 heures en quelques minutes. Et comme nous, on travaille que sur des extraits de 10 minutes, ça nous intéresse d'avoir une vision globale qu'on va pouvoir transmettre aux étudiants internationaux. Et là, on a des choses comme ça. Voilà, par exemple, voilà, un enseignant qui... Et en ce qui concerne... Les étudiants sont dans un parcours d'économétrie, et c'est là aussi un cours de Strasberg qui est un cours d'histoire de la pensée managériale. Attends, voilà. Dans la spécialisation histoire de la pensée. Attendez, je cherche le bon endroit. Et puis enfin, un cours en économie sociale. Donc que des cours magistraux, il y a des TD et des cours magistraux. Dans le cours, pour la plupart, ce sont des contenus ou les voilà. types d'examens, de validation. Oui. Voilà, là, on a enregistré un cours de cet enseignant et dans l'entretien, on lui demande de nous donner un certain nombre d'informations sur ce cours. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce qu'on appelle des discours en situation, le cours magistral, c'est le cours en situation, et on a des discours sur les situations, c'est-à-dire que l'enseignant nous parle de son cours. Il n'est plus dans son cours, il parle de son cours, et ça, en général, ça se combine, ça se combine bien. Donc, une minute de ça. Par exemple, parler du cours de première année, cours de grands auteurs en gestion. Donc l'objectif de ce cours, c'est pour des étudiants qui arrivent à la faculté de sciences économiques et de gestion, de leur donner un aperçu en 20 heures de quelques personnages importants des théories managériales. Donc la philosophie de ce cours, c'est de faire une sorte de galerie de portraits, un petit peu comme si on allait dans un musée et qu'on se promène pour visiter des personnages importants. Et à chaque fois, sur ces personnages, on essaye à la fois de regarder le contexte dans lequel se situe le personnage, de regarder quels sont les principaux apports de cet auteur dans le domaine de la gestion, et puis ensuite, dans un troisième temps, d'essayer d'avoir une petite analyse critique, de prendre un petit peu de recul. C'est un cours qui est assez théorique par définition, puisqu'on parle de pensée managériale. L'évaluation de ce cours, c'est un examen final d'1h30, dans lequel j'essaye pédagogiquement de vérifier que l'étudiant maîtrise un certain nombre de concepts de base liés à ces grands auteurs, qu'il a bien compris quels étaient les principaux apports de ces auteurs, et donc la forme... Bon, on s'arrête là. Donc voilà un peu la présentation par l'enseignant qui va venir compléter les extraits de cours qu'on va pouvoir présenter dans notre programmation FOU aux étudiants internationaux. Bon... Voilà, je passe, je voulais vous passer d'autres extraits, c'est la même chose, c'est sur le droit, là on a un an, oh allez, 30 secondes. En ce qui concerne vos moyens... C'est un enseignant de droit qui parle cette fois non plus du rappel de son cours précédent, mais d'un autre rituel de cours, d'autres choses qu'on entend souvent dans les cours, qui est une information sur les méthodes de travail qui sont attendues par cet enseignant. En ce qui concerne vos moyens de travail pour préparer dans les meilleures conditions possibles l'évaluation de fin décembre, il y a 3 moyens qui sont bien habituels et que je vais énumérer rapidement. Le premier moyen, ce sera vos notes, les notes que vous avez recueillies par écrit tout au long de ces 12 séances de presque 2 heures, une heure 3 quarts. Donc il faut qu'elles soient complètes, c'est pour ça que l'exigence de présence est d'autant plus importante, de présence au cours est d'autant plus importante. Donc c'est sur vos notes que vous aurez pour l'essentiel à travailler. Vous aurez à comprendre, bien entendu, à mémoriser, à être capable de réutiliser au moment du questionnaire de décembre prochain. Le deuxième moyen que l'on doit évoquer, c'est celui de l'information générale. Alors, je vais être très très clair là-dessus, parce que le droit est connecté, comme je vous le disais tout à l'heure, à la réalité sociale qui vous entoure. Vous êtes tenu, obligé, de façon extrêmement stricte,
de suivre l'actualité générale et de suivre en particulier l'actualité qui est connectée au choix disciplinaire. Voilà, on s'arrête là. Donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que c'est en allant sur le terrain, en suivant des cours nous-mêmes avant de les faire enregistrer, qu'on commence à repérer quelles sont les parties qui constituent un cours magistral dans telle ou telle discipline. Tout à l'heure, on a vu le raccrochement au cours précédent. Ici, on voit effectivement une information importante, qui est celle des méthodes de travail qui sont attendues par chaque enseignant dans chaque discipline. Donc, on commence comme ça à détecter les parties qu'on va pouvoir travailler et qui pourront être utiles dans notre programme pour les étudiants internationaux. Voilà. Je passe un peu... Hop, voilà. Donc là, on est dans du FOU disciplinaire. Mais pour le FOU transversal, je rappelle, c'est-à-dire les deux catégories du haut et non pas celle du bas qui concerne le FOU disciplinaire, c'est la même démarche. On ne collecte pas les mêmes choses, mais c'est la même démarche, c'est-à-dire il faut collecter des données sur le terrain parce qu'on ne va pas les trouver dans les méthodes de français général. D'accord ? Donc, on va les chercher de la même façon. Alors là, je vais vous donner un petit exemple. Dans le FOU transversal, on a une vidéo donc, sur le bien-être à l'université et une autre sur les bons plans. Alors, elles sont un peu longues, je vais vous en donner juste quelques dizaines de secondes. Donc, je repère les numéros pour ne pas vous faire perdre de temps. Voilà, 013, la santé. Voilà. Université d'Angers qui a fait ça. Je vous dirai qui l'a fait après. Vous êtes étudiant, vous arrivez à l'université en France, super. Mais vous vous demandez peut-être comment ne pas être submergé par le stress et comment se sentir bien à la fac. Pas de panique. Nous avons toutes les réponses pour vous dans cette vidéo. Alors moi je suis Céline, je suis infirmière au SUS. Le SUS c'est le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. En gros c'est le service de santé pour les étudiants. Et je m'occupe d'organiser sur les lieux de vie des étudiants des stands de prévention sur toutes les thématiques qui peuvent aider les étudiants à bien se sentir. Le SUS il contribue au bien-être des étudiants parce que quand on est malade et qu'on peut être soigné par des professionnels faciles. On change. Alors moi c'est Claire Braque et je suis enseignante de PS et à l'université d'Angers je suis professeure de yoga dynamique. Alors c'est vrai que le sport a montré que le fait de se défouler, de prendre du plaisir amenait de l'endorphine et du coup amène une sorte de plaisir, de bien-être et une sensation voilà, universitaire. Et puis leur faire prendre conscience qu'on a les rendez-vous est en fait le lieu de l'université où s'organise toute l'activité culturelle. C'est l'activité culturelle. Tout au long de l'année, on propose une entre guillemets programmation, c'est en fait des rendez-vous culturels, donc concerts, théâtre. On a le festival de la création universitaire, on a des grands rendez-vous comme le Campus Day par exemple, qui sont des moments de conférence. On s'arrête là. L'autre, c'est sur les bons plans pour les transports, pour le logement, pour les courses, pour les choses comme ça. Allez, je m'appelle Valentine, j'ai 18 ans, j'ai 45 ans. Ce que je propose, c'est d'aller dans les élèves. Des colloques. Donc là, vous avez toutes les colloques référenciées sur Lyon et vous avez des prix assez abordables et c'est beaucoup moins cher que si vous prenez votre propre appartement. Le bon plan que je vous propose, c'est d'aller dans les Emmaüs ou au Secours Populaire, parce que là-bas, on trouve plein de vêtements, d'objets, de meubles, très originaux et pas chers. Je m'adresse à ceux qui aiment le sport. Vous pouvez faire un petit tour sur les berges du Rhône à Lyon. Vous avez une association en fait qui s'entraîne quasiment tous les jours et qui propose un entraînement par semaine gratuit. Ça s'appelle les Soldats du Quai. C'est un groupe de personnes qui... Bon, on s'arrête là. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on est bien dans la même démarche de collecte des données, mais sur un contenu qui est celui de la vie des étudiants sur le campus ou dans la ville, et non plus des cours magistraux. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est là qu'on va rejoindre à nouveau la dimension institutionnelle du FOU,
c'est que les enregistrements de cours magistraux que je vous ai montrés tout à l'heure ont été faits par le service audiovisuel de l'université. Et ça a été fait par vous, c'est-à-dire par les étudiants de master. D'accord ? C'est-à-dire que dans le cadre du master, on avait un cours qui s'appelait « Élaboration de matériel pédagogique ». Il y avait un dossier à faire et que dans le cours de FOSS, évidemment, on leur a demandé de faire tout le parcours, c'est-à-dire de monter un programme de français transversal, de FOU transversal, qui a été ensuite proposé aux étudiants internationaux, qui est proposé aux enseignants qui font des cours de FOU, pour leurs étudiants dans le cadre de quelque chose qui s'appelle vie étudiante. Voilà. Donc, et là, c'est important, hein, la dimension institutionnelle, parce que pour aller collecter des données dans le milieu, il faut le soutien de l'institution, parce qu'on a un service audiovisuel qui est très efficace, qui travaille bien, mais il faut quand même que l'institution soit d'accord pour le mettre à la disposition de notre programme. Nous, on l'a obtenu facilement, c'est peut-être un peu moins facile maintenant, à l'époque ça l'était un peu plus, parce qu'ils ont peut-être d'autres activités, ils sont moins nombreux, mais si vous voulez, bon, il y a des services audiovisuels qu'on mobilise de temps en temps pour certaines de nos formations. Ça suppose un contexte institutionnel qui permet ça. Et pour le FOU transversal, c'est aussi un autre contexte institutionnel qui est celui du master, des diplômes qu'on fait passer, des dossiers qu'on demande. Et si on n'avait pas les étudiants, si on n'avait pas eu les étudiants de master à Lyon, et puis ça s'est fait à Angers ensuite, il y a des séquences pédagogiques qu'on n'aurait pas. Hein, parce que autant on a pu mobiliser les services techniques sur des cours magistraux, sur quelque chose qui est vraiment lié à la formation universitaire, on les aurait certainement pas obtenus ni pu les mobiliser pour aller interviewer des étudiants qui conseillent d'utiliser Blablacar ou d'aller voir à Emmaüs. D'accord ? Simplement parce que c'est pas leur fonction. Hein. Les services techniques ont une fonction déterminée qui n'est pas celle-ci. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on ne monte pas un programme de FOU, FOSS en général, mais de FOU, sans avoir à traiter cette dimension institutionnelle. Et parfois, quand on ne le fait pas, c'est qu'on ne peut pas. C'est parce que, justement, la dimension institutionnelle ne suit pas derrière. Voilà. Alors, je continue sur les données transversales, qui sont plus cette fois des vidéos. C'est Julie, la collègue que vous avez vue tout à l'heure, qui fait, elle, des enquêtes. C'est-à-dire qu'elle envoie les étudiants observer un certain nombre de choses sur le campus. Et là, par exemple, c'était assister à un cours. Donc, on a beau être dans des données transversales, ça peut très bien concerner les cours. Ça peut très bien concerner des situations de cours. Et notamment en termes d'observation. L'idée n'étant pas qu'on envoie des étudiants comprendre un cours d'économie s'ils ne sont pas économistes, mais d'aller voir comment se passe un cours magistral à la française. Voilà. Alors je vous laisse regarder un petit peu les questions qu'elle a posées. Hein. C'est pas la peine que je développe trop. Hein. Et le principe consiste effectivement à faire découvrir et comparer avec leur propre système ce qui se passe dans notre système universitaire. Voilà. Parce que la grande question que se posent souvent les étudiants internationaux, c'est comment se comporter dans l'université, comment se comporter dans les cours avec les autres, avec les enseignants. Et donc, voilà, on les amène un petit peu à s'informer là-dessus. Voilà. Voilà. Autre enquête qu'elle leur a donnée, découvrir le logement d'un étudiant. D'accord ? Ça se fait souvent dans les cours de FOU, hein, découvrir les transports, découvrir le logement. Voilà. Voilà. D'autres sur la bibliothèque universitaire, on les envoie découvrir le fonctionnement de la bibliothèque universitaire, etc. etc. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à présent là? Ça va? C'est bon? Ne restez pas perdus, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me dites. Et je peux reprendre.
Alors, donc, ça, ce sont des supports montés par nous, par vous, enfin, tout enseignant qui a un cours de fou. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous commencez à voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, hein, une programmation fou. Il y a autre chose qui peut servir aussi dans la programmation fou, c'est ce qui existe déjà, d'accord ? Alors, ça évolue vite, le numérique, hein, donc ça a déjà quelques années, mais si vous voulez... le détail de ces ressources numériques, on l'a écrit en 2023 avec Jean-Marc Mangiante. On a refait une nouvelle version d'un ouvrage qu'on avait écrit en 2004 qui s'appelait Le français sur objectif universitaire. 20 ans plus tard, il était temps de reprendre quand même. Donc on a étoffé. On a la version 2023 et donc, notamment ce qui n'existait pas en 2004, on a décrit certaines ressources numériques français transversal. Pourquoi les ressources numériques sont transversales sont forcément transversales? Parce qu'elles visent un grand public. Dès l'instant qu'on vise un grand public, c'est difficile de le faire disciplinaire. En revanche, on est sûr qu'en faisant du transversal, on peut espérer intéresser et répondre aux besoins un peu de tout le monde, de tous les étudiants internationaux. Donc, Envol, ça a été fait par les centres de FLE de la DQF. Ce sont des séquences que vous connaissez pour certains. Fleuron, ce sont les situations de vie quotidienne des étudiants, c'est l'université de Nancy. Et si vous voulez une description précise, vous la trouverez là-dedans, mais surtout, lisez les articles de Virginie André. Fleuron, vous mettez sur Internet Fleuron, Virginie André, et vous aurez des explications très claires du fonctionnement de Fleuron avec des choses très intéressantes. C'est des petites capsules vidéo avec des accompagnements, des concordanciers, etc. Enfin, je ne vous explique pas tout ça ici. Étudier en français, groupe cours B1, B2, c'est Saclay, c'est l'université de Saclay qui a fait ça. C'est assez ancien. Et MOOC to Move, c'est nos collègues de Grenoble, avec un partenariat avec d'autres universités qui ont fait ça. Ça a dû être fait il y a 3 ans maintenant. Le français pour l'université sur la plateforme Coursera. Voilà. Donc, il y a aussi, on n'est pas obligé de tout fabriquer, on n'a surtout pas les moyens de tout fabriquer, donc il existe du matériel aussi sous forme numérique. Voilà. Alors, je pense. Alors, oui, je voulais vous dire, toujours avant de passer à un autre aspect rapidement. Entre le FOU transversal et le FOU disciplinaire, il n'y a pas une opposition totale. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer du FOU transversal qui rentre un petit peu dans les disciplines, mais à condition de traiter des disciplines variées. Si vous avez des gens qui ont 8 disciplines dans le groupe, vous ne pouvez pas les faire travailler que sur l'économie, sur l'anthropologie ou que sur la biologie. Par contre, on peut imaginer, ça n'a pas été fait encore, hein, c'est un projet, et peut-être on en reparlera peut-être dans les propositions tout à l'heure, quelque chose qui pourrait être fait, ça serait d'aller chercher dans différentes disciplines des moments communs. Vous avez vu tout à l'heure l'enseignant qui rappelle le cours précédent. Un autre moment, vous avez l'enseignant qui explique ses méthodes de travail. Un autre moment, vous avez un enseignant qui explique ses sujets d'examen. Un autre moment, un enseignant qui explique ce qu'il attend du travail de terrain. On peut très bien imaginer d'avoir toute une variété comme ça, de témoignages dans différentes disciplines sur la même thématique chaque fois. Hein, comment on rappelle le cours précédent, comment on fait des références bibliographiques, comment on parle des méthodes de travail, et ça sur 4, 5, 6 disciplines. À ce moment-là, les étudiants ne sont pas frustrés en se disant « mais moi je ne suis pas économiste, qu'est-ce que je fais avec des documents d'économie ?» Mais si en revanche on lui propose 5-6 disciplines différentes, ça a une toute autre allure à ce moment-là. Donc on peut avoir un croisement à ce moment-là du FOU disciplinaire et du FOU transversal. Mais ça n'existe pas encore, et je rêve de faire ça. Donc si on pouvait monter une petite équipe, parce qu'il faut qu'on soit nombreux pour aller taper dans plusieurs disciplines, d'accord ? Et puis après, avec ce qu'on a enregistré, eh ben on cherche les éléments, on cherche les moments communs et les points communs qu'il peut y avoir. Voilà. Voilà pour ce qui est des aspects programmation et oui, ça va. Programmation et collecte des données pour élaborer des cours de FOU.
Je reviens sur cette démarche pour vous dire pourquoi on a insisté avec Marie-Odile pour que la dimension institutionnelle soit présente, c'est-à-dire le travail de terrain, les contacts avec les enseignants, les enregistrements, le traitement des données, la mobilisation du service audiovisuel, la mobilisation des étudiants de master. Tout ça, c'est le contexte institutionnel qui va venir effectivement rendre possible l'aspect didactique, c'est-à-dire la création d'un programme de cours de français. Et je vous remets ça parce que c'est la caractéristique fondamentale du FOSS par rapport au français général, c'est que l'essentiel, ce n'est pas l'élaboration d'un programme de français. Ça doit aboutir à ça, ça doit aboutir à des séquences pédagogiques, sinon ça ne sert à rien. Mais l'essentiel de l'activité en FOSS, c'est tout ce qui va concerner le terrain, les contacts et la dimension institutionnelle. C'est pour ça que lorsqu'on se lance dans le FOSS, et en l'occurrence dans le FOU, il faut savoir qu'il faut se blinder en quelque sorte du côté institutionnel, sinon on ne peut rien faire. D'accord. Alors maintenant, je voudrais vous parler quand même d'autre chose, c'est qu'on est quand même enseignant de français, on est enseignant de langue, et c'est la langue l'aboutissement de tout ça. D'accord ? C'est le perfectionnement de la compréhension orale des cours, c'est le perfectionnement dans la rédaction des travaux écrits, c'est la capacité à présenter correctement un exposé parce que dans un certain nombre de disciplines, on est évalué aussi à travers ça, etc. etc. D'accord ? Donc je voudrais maintenant, après avoir abordé l'aspect institutionnel, l'aspect démarche et avec tout son aspect institutionnel, revenir un peu à la langue parce que on se trouve, quand on est en FOSS, avec des discours auxquels on n'est pas habitué. Quand vous faites des discours, par exemple des travaux publics, la cuisine, ça semble un peu plus facile encore que, mais si le monde médical, etc., on a affaire à des discours qui ne sont pas nos discours habituels de la vie quotidienne. Donc, on risque de se retrouver, et ça arrive chaque fois qu'on monte un programme de FOSS, on se retrouve confronté à des phénomènes langagiers que ne traite pas le français général. Et ça veut dire qu'on ne peut pas prendre, on se dit, ah, j'ai sélectionné un extrait, hop, je fais mon exercice de compréhension orale. De compréhension écrite, mais c'est la compréhension orale aussi. Mais c'est vrai aussi, face à un discours spécialisé, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes, et en particulier en FOU, à l'oral, vous allez voir, que vous ne verrez jamais traité dans une méthode de français général, et parfois même pas traité par les sciences du langage. Je ne sais pas si certains d'entre vous viennent des sciences du langage, mais c'est le fait de collecter un certain nombre de discours oraux. Moi, j'ai travaillé sur l'oral. Pour l'écrit, je vous renvoie à Marie-Odile, qui est plus compétente que moi sur l'écrit. Moi, mon domaine, c'est plutôt celui de l'oral. Eh bien, quand on a enregistré des cours, des situations orales universitaires, un beau jour, on a découvert des discours et on s'est dit, mais comment on les traite ? Parce qu'ils ne sont pas traités habituellement nulle part en didactique du français langue étrangère. Alors, entre autres, je vous en ai mis là quelques-uns, je ne vais pas tous vous les présenter, on n'aurait pas le temps, mais pour vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Ce sont des phénomènes discursifs, ce ne sont pas des phénomènes de micro-grammaticaux, mais c'est plutôt des façons de construire le discours, des façons d'enchaîner le discours, qui sont nouveaux pour nous, et il faut d'abord s'habituer à les traiter, savoir les analyser, les découvrir, se mettre un petit peu en équipe de travail, avant de pouvoir transformer ça en support pédagogique avec des consignes de compréhension pour les étudiants. Donc, je vais vous montrer un exemple de polyfonctionnalité du discours enseignant. Celui-là, il m'en a posé des problèmes, parce qu'avant d'être à l'université, j'étais professeur de français langue étrangère dans une école d'ingénieurs. Et j'aime autant vous dire de la polyfonctionnalité, j'en ai vu, mais je ne savais pas comment le faire, parce que je ne m'étais jamais penché sur ce genre de discours. Quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler en sciences du langage, le dialogisme, pas le dialogal, le dialogisme, et vous allez voir de quoi il s'agit, c'est quand un enseignant renvoie aux travaux des autres. C'est ce qu'on appelle aussi l'interdiscursivité dans certains lieux. Le discours oralographique, ça parle de soi-même, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, on a une co-formulation, à la fois je vous passe quelque chose au tableau et en même temps je parle. Alors, vous, ça va ? Le français ne vous pose pas de problème ?
vous réagissez immédiatement à combiner les deux. Mais ce n'est pas vrai en langue étrangère. Et donc, là aussi, on peut avoir à réfléchir à la manière dont on combine ça. Et ça, on ne le voit jamais dans les méthodes de français langue étrangère non plus. D'accord ? Et puis, il y a d'autres choses comme la reformulation, l'implicite. L'implicite, jamais non plus traité. Ça me met un peu en colère, ça. Parce que je trouve quand même que ne pas traiter des choses comme l'implicite dans la vie quotidienne et dans les méthodes de français général, c'est quand même passer à côté d'un certain nombre de significations dans la communication. Je m'arrête là. Polyfonctionnalité. Je vais vous lire cet exemple, en même temps vous pourrez le lire au tableau. Je n'ai pas l'enregistrement là. Donc je suis obligée uniquement de me contenter de la transcription. Et vous aussi. C'est un cours de droit international. Non, relations internationales, mais dans un diplôme de droit. C'est sur la conférence de Bandung. Donc, la prise de conscience du développement des problèmes émerge très exactement à la conférence de Bandung. Je vais vous écrire, ça vous rappelle de bons souvenirs. La conférence de Bandung, elle a eu lieu en 1956. Bandung, c'est en Indonésie, hein, c'est pas en Afrique du Sud, c'est pas en Afrique, c'est en Indonésie, Bandung. Quand je donne quelquefois des cartes, ça crée, il y a quelquefois des surprises. Donc Bandung, c'est en 1956, et à cette conférence va émerger, je vais vous l'écrire, mais je cherche une place désespérément sur le tableau, Bandung. Donc va émerger à cette conférence un concept aussi que vous connaissez bien, le concept de tiers-monde. À cette conférence, donc, émerge un concept, voilà, je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas mis de titre parce que je pense que vous avez compris ce qui est en gras, d'accord ? Vous voyez ce que c'est que la polyfonctionnalité, c'est-à-dire en gras, vous avez le discours central de l'enseignant qui est là aujourd'hui pour parler de la conférence de Bandung. Et puis ce qui n'est pas en gras, et quantitativement c'est presque aussi important, ce sont des digressions, des suspensions du discours pour d'autres informations. Et ça, à l'oral, on le fait tout le temps. On le fait dans la communication quotidienne, on le fait aussi dans les cours magistraux, même si les cours magistraux sont parfaitement bien préparés et passent pour être des discours bien organisés. Ce n'est pas un discours mal organisé, ça. Au contraire, c'est un discours très sophistiqué. C'est-à-dire que l'enseignant, cette distinction entre discours principal et discours latéraux, c'est un discours très bien organisé. Pourquoi ? Je vous ai mis les couleurs là. Parce qu'en fait, l'enseignant, il fait 3 choses en même temps. Hein ? Un enseignant à l'université ou dans n'importe où, il a plusieurs fonctions en même temps. Sa première fonction, certes, c'est une fonction d'expertise. D'accord ? Et là, c'est ce que vous avez en noir. Mais en même temps, il est face à des étudiants, il est enseignant, il est pédagogue. Donc, il faut aussi qu'il fasse de l'accompagnement pédagogique. Et il ne faut surtout pas que les étudiants s'imaginent que Bandung, c'est en Afrique du Sud. D'accord ? Ça l'affiche mal quand même, hein, si on se trompe sur... donc, il ne tient pas du tout à ce qu'il se trompe là-dessus. Donc, c'est en rouge. Troisième rôle, il a à gérer la situation, les aléas de la situation. Il arrive dans une salle où le tableau n'a pas été effacé. Il cherche une place sur le tableau, il ne trouve pas, d'accord ? Donc je vais vous l'écrire, mais je cherche une place désespérément sur le tableau. Et puis un peu plus bas, en vert, elle commence à écrire le nom de Seyès, et puis elle se trompe dans l'orthographe. Voilà. Donc voilà comment voilà ce qu'on découvre comme phénomène discursif quand on enregistre des cours à l'université. Eh bien, ces discours comme ça, vous les avez nulle part traités en didactique du français langue étrangère. Donc il faut d'abord les analyser, trouver un mode d'analyse, de fonctionnement, pour savoir comment on va faire comprendre ça aux étudiants internationaux qu'on va avoir en face de chez soi. D'accord ? Alors, première chose, il faut leur trouver un nom à ces phénomènes, parce qu'ils n'existent pas dans notre matériel pédagogique. Alors, nous, ce qu'on a proposé avec Jean-Marc Mongiante, c'était d'appeler ça des discours imbriqués, parce qu'ils le sont vraiment, hein. Vous avez vu, d'accord ? Dans quelque chose qui pourrait être une seule phrase, vous avez 3 fonctions qui interviennent en même temps de la part de l'enseignant. Et puis après, on peut faire des choses comme ça. Le but, c'est que les étudiants les comprennent, ces discours. Donc, on est en compréhension orale. Et on peut faire les choses suivantes. Au début, par exemple, il faut d'abord que les étudiants comprennent que ça existe, ce phénomène-là. C'est-à-dire que pour comprendre le contenu du discours, il faut comprendre la manière dont il est organisé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a 3 fonctions
dans ce passage de l'enseignant. Et si on ne leur montre pas, ça va être difficile à trouver tout seul. Donc on pourrait par exemple travailler sur la transcription et faire ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire avec des couleurs, s'interroger sur les différentes couleurs qu'il y a dans la transcription pour que les gens prennent conscience du fonctionnement de ce discours. D'accord ? Ce qu'on peut faire aussi, parce que dans certains cas on l'avait à l'époque où on a travaillé là-dessus, on avait le polycope de l'enseignant. D'accord ? Et quand le cours est proche du polycope, on peut comparer les deux, le cours oral et le polycope, et on se rend compte que le polycope, il y a un seul discours, qui est le discours d'expertise. On n'a ni accompagnement et encore moins la gestion des aléas, effectivement. Donc, voilà un petit peu, sur le plan linguistique, ce qu'on a aussi à faire quand on travaille en fou. D'accord ? Autre chose, le dialogisme. Alors, je ne sais pas si ça existe beaucoup en sciences exactes, parce que moi j'ai toujours travaillé dans une université de sciences humaines. Il faudrait voir si ça existe en biologie ou autre, mais en sciences humaines, je dirais qu'il n'y a pas de cours à l'université sans dialogisme, c'est-à-dire sans que l'enseignant fasse référence à d'autres chercheurs. Pratiquement, ça n'existe pas. À l'université, c'est presque la fonction. C'est la grande différence avec le primaire et le secondaire. Hein. C'est la grande différence, c'est que l'enseignement universitaire, c'est un enseignement d'interdiscursivité où un enseignant présente une théorie, hein, etc., et en référence avec tout le contexte scientifique qui va l'entourer. Alors, on va prendre un exemple de dialogisme. Hein. Je ne vais pas passer en revue tous les cas. Je vous passe un exemple de dialogisme et je vous laisse repérer ce qui a été mis en gras. Alors, attendez, là, 50. Je pense que ça va marcher comme ça. Je vous propose maintenant qu'on interroge les économistes sur la question. C'est-à-dire de regrouper les points de vue proposés en deux catégories. L'industrialisation comme un fait d'organisation. Vous avez par ailleurs des économistes. Voilà, je vous laisse relire les deux premières lignes parce que c'est pas très facile d'arriver juste au bon endroit. Je vous propose qu'on passe en revue très brièvement l'analyse d'Arthur Lewis. Voilà, il présente toute une série d'analyses. Qui analyse l'industrialisation comme un fait de localisation. Vous connaissez très bien. Ah non, c'est pas ça. La deuxième catégorie d'approche. On l'a également déjà exploré dans le cadre de ce cours. Vous connaissez probablement moins la première catégorie. Je vous propose. Voilà, ça commence là. Voilà, on y est. Pardon. On passe en revue très brièvement l'analyse d'Arthur Lewis, l'industrialisation duale. Ensuite, l'analyse d'Oscar Hirschman, l'industrialisation polarisée. Et enfin, l'analyse féconde de François Pérou en termes de pôle de croissance. Chaque fois, 2 ou 3 phrases seulement. Alors tout d'abord, Arthur Lewis. Dans les années 40-50 aux États-Unis, Arthur Lewis met les doigts sur une réalité permanente. Ça consiste à dire que toute économie, et a fortiori les économies du Sud, présente une double facette, mais une double facette qui coexiste en permanence. Il y a d'un côté la campagne et la ville, la campagne d'un côté, la ville de l'autre, que l'on peut superposer à secteur traditionnel, secteur moderne. Et vous pouvez y aller dans tous les secteurs d'activité. Hein. Ville, campagne, secteur moderne, secteur traditionnel. Pour Arthur Lewis, l'industrialisation peut être analysée, je pense que c'est un schéma commode, hein, on comprend tout à fait ce que l'auteur veut dire. Pour Arthur Lewis, l'industrialisation peut être analysée comme étant le passage de... Bon, on s'arrête là. Alors, je ne sais pas, voilà, un jour on enregistre et on se trouve face à un discours comme celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous repérez ce qui est en gras. Et là, on a un phénomène en sciences humaines extrêmement fréquent et on ne peut pas se dispenser de le traiter. C'est-à-dire que cet enseignant fait référence, passe son cours à faire référence à d'autres chercheurs, mais pas n'importe qui et pas n'importe comment. Il fait référence à des chercheurs dont il pense qu'ils ont un grand intérêt. D'accord ? Donc, c'est à la fois lui qui présente, on a dans la parole de l'enseignant, bien sûr,
Arthur Lewis et les autres chercheurs, puisque tout ce qu'il évoque ici, ce n'est pas lui qui l'a trouvé, c'est bien les autres chercheurs, mais il les présente d'une certaine manière, et en l'occurrence ici, une manière valorisante. Hein, ce que vous avez en gras, c'est une manière valorisante de présenter ses recherches. C'est-à-dire qu'à la fois, il présente ses recherches et en même temps, il donne son opinion sur ses recherches. Et ça, effectivement, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas le positionnement de l'enseignant sur les chercheurs et sur les travaux qu'il présente, on passe à côté de la signification du cours et de ce qu'il veut dire, de ce que veut dire l'enseignant. Ce qui veut dire effectivement qu'on va, on va retrouver ça dans nos consignes de compréhension orale. D'accord ? Si on considère que c'est un élément essentiel de ce qu'il dit, à ce moment-là, on va le retrouver dans nos consignes. Et pour le retrouver dans nos consignes de compréhension orale, il faut avoir pris conscience, nous, hein, du fonctionnement de ce discours. Et pas se contenter de dire que Oscar Lewis parle de telle et telle chose et que Hirschman parle de telle et telle chose. Ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. C'est-à-dire que l'enseignant prend position sur ces... Et pour les étudiants qui vont prendre des notes, c'est pas anodin. Hein. Il faut qu'ils repartent chez eux avec une présentation de ces travaux sur une modalité positive. Voilà, ça peut donner ça. Ce sont que des exemples, hein, les consignes de compréhension orale. Vous pouvez en trouver d'autres, plus sophistiqués, meilleurs, autrement, peu importe. Mais l'important, c'est qu'effectivement, quand on a un support comme celui-ci, qu'on considère que c'est important de faire repérer ça, il faut que ça se transforme en séquence pédagogique. Et ça peut se transformer de cette manière-là, par exemple, lister les théories économiques mentionnées par l'enseignant, et puis surtout, est-ce qu'il les juge positivement ou négativement, et donc relever les expressions qui justifient votre réponse. Voilà, d'accord ? Juste, là, je vais juste l'évoquer parce qu'après, je voudrais aborder une dernière chose avant de terminer. Le discours oralographique. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose, ce qu'on appelle donc la coformulation. Donc, voilà ce qui se passe. Cet enseignant qu'on vient d'écouter, dans un autre cours sur l'industrialisation, ou enfin, une autre séance, il a projeté ça au tableau, d'accord ? Et je vais vous faire écouter ce qui correspond à la deuxième question qu'il projette, des questions fondamentales, celle qui est en rouge. D'accord ? Alors là, où est-ce qu'il faut que je démarre ? Attendez, je vais peut-être passer. C'est l'industrialisation qui fonde le développement. Non, on va passer à la... C'est l'industrialisation qui fonde le développement. On va passer un peu Pour autant, l'industrialisation ne se décrète pas. Ce n'est pas parce qu'on veut l'industrialiser. Il faut l'engager, mais réussir. Alors pour la réussir, un certain nombre de questions préalables doivent être traitées. Vous en avez au tableau quelques-unes. Par exemple, second... Voilà. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon. Excusez-moi. C'est l'industrialisation qui fonde le développement. Vous en avez au tableau quelques-unes. Voilà. Par exemple, seconde question, voilà. Quelle part réservée aux ressources domestiques versus ressources internationales? Par exemple, faut-il emprunter à l'étranger pour financer l'industrialisation? Faut-il faire venir des technologies de l'extérieur? Faut-il faire venir des cadres, des experts? Prenez n'importe quelle économie africaine moyenne et essayons de voir à quoi prédispose ce type d'interrogation. Faut-il fonder son industrialisation sur ses propres ressources, des technologies simples, adaptées, de l'épargne locale? Voilà, je m'arrête là. Vous voyez tout de suite la différence quantitative d'informations qu'il y a entre la question qui est projetée et toute l'explicitation, hein, tout ça, qui correspond à la question que vous avez en rouge. Donc, de nouveau, nous, on a une situation qu'on n'est pas habitué à traiter, hein, en général, en didactique du français langue étrangère, c'est-à-dire comment traite-t-on cette coformulation, ces deux discours qui fonctionnent en même temps, en sachant évidemment que le discours oral est là pour expliciter, étoffer, faire comprendre ce qui est une simple question à l'écrit. Et je suis d'autant plus sensible à cette question du discours oralographique, c'est que c'est un peu moins vrai peut-être maintenant, mais pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a vu dans les amphis avec les étudiants internationaux qui n'étaient pas très solides en français? Qu'est-ce qu'ils font? Ils copient le PowerPoint ou ils photographient le PowerPoint et ils déconnectent de l'explication orale. Or, l'information importante, elle est dans l'explication orale.
D'accord ? Donc, il faut aussi qu'on arrive à traiter ça, à faire comprendre aux étudiants que la seule photocopie ou photographie du PowerPoint ou du PowerPoint qu'on va trouver sur la plateforme de cours ne va pas suffire, effectivement, à la transmission du cours. Donc, de nouveau, on a à travailler. Pour accéder au cours, il faut qu'on travaille sur la gestion, sur la relation qu'il y a entre ce qui est projeté et ce qui est dit par l'enseignant. Voilà. Bon, je m'arrête là pour ces phénomènes de langue qui nous attendent au tournant quand on fait du français sur objectif universitaire. Voilà. Et qu'il faut traiter et qui nous surprennent au début hein, quand on commence à s'intéresser à ce type de discours. Donc, voilà, je vais terminer avec ça parce que je voulais qu'on aboutisse à ça pour la discussion. Quand on a dit tout ça, à quoi peut-on aboutir comme préconisation, comme chose possible ou souhaitable? Alors, la première chose, je crois que vous avez compris, c'est qu'on ne construit pas un programme de FOSS, de fou en l'occurrence, tout seul. Impossible. Hein. C'est un travail d'équipe. Ça demande un gros travail de terrain, ça demande, vous l'avez vu, une réflexion sur les discours qu'on collecte. C'est intéressant à faire, mais c'est lourd et on est plus intelligent à plusieurs face à ce type de situation. D'accord ? Je rappelle donc le concours des étudiants de master pour constituer des séquences de fou, hein, ou de FOSS, enfin peu importe, mais je pense que là, on a un croisement et nous, on l'a... Vraiment, pendant très très long, on l'a fait pendant de nombreuses années à Lyon 2, et je peux vous dire que croiser le cours de FOSS avec des besoins de l'université, donc soit des besoins de programmation fous pour nous ou pour d'autres, c'est un travail vraiment formateur, je pense, pour les gens en formation. Voilà. Alors, il y avait autre chose aussi qui est pratiquée dans certaines universités que je n'ai pas connues à Lyon, c'est les dispositifs hybrides entre, quand on a des gens de différentes disciplines, entre le transversal et le disciplinaire. C'est-à-dire, on les traite ensemble pendant 1 heure, d'accord ? Et je ne peux pas vous donner d'expérience lyonnaise, là, j'en ai pas. On fait quelque chose de transversal pendant 1 heure. Et ensuite, si on a les supports, si on a les moyens, ensuite on les laisse travailler en autonomie, chacun sur leur discipline. Mais pour ça, il faut avoir constitué des séquences pédagogiques par discipline. D'accord ? Et c'est pour ça que ça se relie au point suivant, c'est-à-dire qu'on peut rarement faire ça tout seul. On évoquait avec Marie-Odile il y a quelques semaines, quand on était ensemble, l'idée de faire des partenariats entre universités pour se répartir un peu les disciplines, faire un certain nombre d'enregistrements et ensuite pouvoir travailler comme ça en hybride avec un groupe d'étudiants, parce que c'est le plus souvent le cas, qui n'ont pas tous la même discipline. D'accord ? Voilà. Bon, le recours aussi, quand on a un programme de fou à monter, il faut quand même penser aussi qu'il existe des ressources pédagogiques en numérique. Voilà. Et donc je rappelle ce qui a fait quand même l'objet de la plus grande partie de cette communication. On ne peut rien faire sans la dimension institutionnelle en français sur objectif spécifique et donc en français sur objectif universitaire. Voilà, je vous remercie.